Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle à la découverte de Philippe VI, premier des Valois, à la mort de Charles IV en 1328. Philippe de Valois, confronté à l'opposition des partisans d'Édouard III, roi d'Angleterre, assume la régence jusqu'à la fin de la grossesse de l'épouse du roi défunt. Celle-ci accouche d'une fille qui ne peut succéder à son père sur le trône de France. Philippe VI est reconnu roi. Sacré à Reims en mai 1328, il fonde ainsi la maison de Valois. Vous voulez en savoir plus sur Philippe VI? Venez avec moi. Malgré deux mariages successifs avec Marie de Luxembourg puis Jeanne d'Évreux, Charles IV, tout comme son frère Philippe V, ne laisse que des filles lorsqu'il trouve la mort en 1328. Ainsi, en moins de 12 ans, les trois fils de Philippe IV le Bel, Louis X le Hutin, Philippe V le Long et Charles IV le Bel sont morts. Une question se pose rapidement. Quel héritier pour le trône de France? En 1328, le dernier roi de la branche des Capétiens, Charles IV le Bel, s'éteint. Il n'a pas encore d'enfant mâle pour lui succéder, mais son épouse, la reine Jeanne d'Évreux, est enceinte, à la manière de la mort de Louis X le Hutin en 1316, qui laissa la reine enceinte et qui donna naissance à un garçon, Jean Ier le Posthume, qui ne vit que 4 jours. Si la reine Jeanne d'Évreux met au monde un garçon, il pourra hériter de la couronne de France. Mais si c'est une fille, cela complique les choses, car en France, les princesses ne peuvent régner. Le suspense est à son comble. En attendant, Philippe de Valois, le cousin germain de Charles IV, est choisi comme régent du royaume de France. L'enfant naît le 1er avril, mais c'est une fille. En apprenant la nouvelle, les prétendants au trône de France abondent. Plusieurs princes qui descendent des Capétiens par leur mère sont écartés. Restent alors deux héritiers principaux, Philippe de Valois, régent provisoire, et le roi Édouard III, roi d'Angleterre. Bien que descendant par sa mère de Philippe le Bel, il reste un prétendant crédible et valable car il est roi d'Angleterre. Et également neveu de Charles IV le Bel. Mais en France, personne ne souhaite qu'Édouard III, roi d'Angleterre, devienne roi de France. D'une part, en vertu de la loi salique, ressuscitée pour ne pas dire inventée pour l'occasion, mais également pour éviter la résurrection de l'Empire Plantagenet. C'est également une histoire de fief et de vassalité. Édouard III n'est pas seulement roi d'Angleterre, il est également duc de Guyenne, terme dérivé d'Aquitaine et comte de Ponthieu. Il est un encombrant vassal pour le roi de France. La rivalité entre les souverains se cristallise autour du duché de Guyenne, que le roi de France n'hésite pas à confisquer en représailles. C'est pourquoi Édouard III, enfin stratège, joue la carte de la succession pour défendre ses revendications territoriales. En 1337, il se présente comme l'héritier légitime du royaume de France, en défi à Philippe VI de Valois, qu'il qualifie d'usurpateur. Débute ce que les manuels d'histoire appellent la guerre de 100 ans. L'historien britannique Christopher Fletcher révèle que l'expression guerre de 100 ans a un sens surtout du point de vue français. Les rois d'Angleterre ont bien conscience que depuis la conquête normande en 1066 de Guillaume le Conquérant, le roi d'Angleterre a toujours été un des plus grands princes du royaume de France. Et donc, du point de vue anglais, les conflits ne commencent pas en 1337 ou en 1340, mais remontent au XIIe ou au XIIIe siècle, avec le besoin pour les rois d'Angleterre de défendre leurs terres en France, qui sont aussi importantes que leurs terres en Angleterre. Réunis en avril, les barons choisissent finalement le régent, un prince français, neveu de Philippe IV le Bel et petit-fils de Philippe III le Hardi, écartant ainsi la candidature du roi Édouard III d'Angleterre, petit-fils par sa mère de Philippe IV le Bel. Philippe de Valois devient ainsi roi de France sous le nom de Philippe VI. Avec lui s'ouvre une nouvelle dynastie, celle des Valois. Le 29 mai 1328, il est sacré à Reims. Très rapidement, il souhaite asseoir son autorité. Il répond alors à l'appel à l'aide lancé par le comte de Flandre, l'un de ses vassaux, qui doit faire face à plusieurs révoltes dans les villes flamandes. Le roi de France convoque ses barons pour venir en aide au comte de Flandre. La révolte prend de plus en plus d'ampleur. Les morts s'accumulent. Les bourgeois sont égorgés au coin des rues. Paysans et artisans sont agressés dans leur domicile ou massacrés en bataille rangée. Les problèmes sont aggravés par l'alourdissement des exigences fiscales du comte de Flandre, qui, en grossissant les moyens de son gouvernement, lui permettent de résister à l'administration tentaculaire du roi de France. Celle-ci se rajoute à des récoltes difficiles qui conduisent à la misère. L'Église n'échappe pas à la fureur populaire.
Mais les barons de France se montrent réticents. Il faut dire qu'un événement les a beaucoup marqués, la défaite de Courtrai 26 ans plus tôt, où les milices flamandes ont écrasé les chevaliers français. Les barons, tentant de trouver des prétextes, expliquent au roi que la saison n'est pas favorable, qu'il vaut mieux attendre 1 an. Le roi se tourne alors vers le vieux connétable de France, Gaucher de Châtillon, qui lui dit « Qui a bon cœur à la bataille trouve toujours le temps convenable ». Galvanisé par le soutien du connétable, Philippe VI s'écrie « Qui même me suivent ?» Ces mots historiques remplissent de courage les barons, et tous les barons le suivent. L'autorité du premier roi valois contesté s'en trouve renforcée. L'engagement a lieu le 23 août, les insurgés étant retranchés sur le mont Cassel. De là, ils ont vu leur village brûler et l'armée française se déployer avec le roi Philippe VI commandé en personne son armée composée de 29 bannières et celle du comte d'Artois qui en compose 22. La mémoire de la bataille des Éperons d'Or en 1302 où les piquiers flamands décimèrent la chevalerie française était encore bien vivante. Philippe VI a pris soin de ne pas laisser sa cavalerie attaquer l'ennemi sans réfléchir. Nicolas Zanekin était le chef des insurgés. Il envoya des messagers aux Français pour fixer le jour de la bataille, mais ils furent reçus avec mépris et sans considération pour leur adversaire de basse extraction. Les chevaliers du roi se débarrassèrent de leur armure et les troupes françaises allèrent se détendre dans leur camp. Les milices flamandes décident de les attaquer immédiatement. L'infanterie française, prise au milieu d'une sieste, est débordée et doit son salut à la fuite. Les fantassins ont été regroupés à peu près le lendemain à Saint-Omer. Pendant ce temps, l'alerte a été donnée. Le roi, vêtu d'une robe bleue brodée de fleurs de lys dorées et coiffé uniquement d'un chapeau de cuir, regroupe ses chevaliers et lance une contre-attaque qu'il mène lui-même. Les chevaliers avaient perdu l'habitude de voir leur roi s'exposer ainsi depuis Saint-Louis. La contre-attaque française contraint les insurgés à former un cercle, les empêchant de reculer, infligeant de lourdes pertes aux Flamands. Pourtant, les succès militaires de Philippe VI ne dureront pas. C'est en effet sous son règne que commence la guerre de 100 ans contre le royaume d'Angleterre. Philippe VI retrouve son ancien rival Édouard III qui ambitionne de contrôler une partie du royaume de France. Les deux souverains s'affrontent à plusieurs reprises et Philippe VI perd de nombreuses batailles, comme celle de Crécy et de Calais. Le royaume de France subit alors une grave crise morale à laquelle s'adjoint une crise économique due aux mauvaises récoltes et à l'inflation des prix. Dans le même temps, la peste noire qui débarque dans le port de Marseille en 1347 dépeuple la France comme le reste de l'Europe. À court de subsides, Philippe VI réunit plusieurs fois les États généraux, recourt aux expédients, généralise la gabelle, l'impôt sur le sel. Inscrit dans une période de désastre, le règne de Philippe VI de Valois a pourtant vu l'accroissement du royaume de France, avec l'acquisition du Dauphiné, acheté au dauphin de Vienne, et de Montpellier, acheté au roi de Majorque. Lorsqu'il meurt en 1350, le royaume de France est désorganisé, en proie à la guerre et à de graves problèmes économiques. Comme on l'a vu, le jour même de la mort du roi, les grands du royaume attribuent la régence au comte Philippe de Valois, 31 ans, dont le père Charles était le frère cadet de Philippe le Bel. Philippe de Valois est donc le cousin germain des 3 derniers rois, et son élévation paraît de nature à rallier tous les suffrages en attendant la naissance espérée d'un garçon. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.